Bienvenue, c'est notre talk 2, donc le deuxième d'une série de 3 qui est à l'occasion du World Usability Day de 2024 qui a pour thématique designer pour un monde meilleur. Je suis Sarah Lecoffre et voici ma collègue Manon Bonessave. On est toutes les deux UX et Product Designer chez SQLI. C'est un groupe européen de services digitaux qui accompagne les grandes marques internationales dans la création de valeur justement par le digital. Et pour celles et ceux qui étaient présents jeudi dernier, on s'était arrêté sur l'accessibilité, qui est précisément notre sujet du jour, avec plus précisément, c'est la conciliation de l'accessibilité et de l'inclusivité. Au programme, on va commencer par la différence entre l'accessibilité et l'inclusivité, ainsi que aller sur les obligations qui proviennent de l'Europe, qui vont rentrer en vigueur pour 2025. Et on va aller vers des conseils de mise en place de ces réglementations pour être accessible et inclusif dans ces solutions digitales. Et enfin, on va finir par un exemple qui, à notre sens, en tout cas, nous semble assez réussi d'un point de vue accessibilité et inclusivité, qui sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Je vais commencer par une question. C'est est-ce que vous connaissez la différence entre accessibilité et inclusivité? Le SIDO se lance normalement. Est-ce que vous connaissez la différence entre accessibilité et inclusivité? Super. Alors, petit rafraîchissement sur la différence entre ces deux concepts pour commencer. L'accessibilité, ça se concentre sur l'élimination des barrières qui empêchent certaines personnes d'utiliser un produit, un service ou un environnement. Donc, l'objectif, c'est de rendre utilisable quelque chose pour toutes et tous, y compris les personnes en situation de handicap. L'inclusivité, ça va au-delà, ça vise à créer un environnement où chacune et chacun se sent valorisé et respecté. Donc, ça implique de prendre en compte les différences individuelles et de créer des expériences qui répondent aux besoins de toutes et toutes. Et donc du coup, effectivement, à la lumière de ces définitions, on voit l'importance de ces concepts et de la création de règles communes pour faciliter l'interprétation et la mise en place. Alors la réglementation, je sais que c'est pas toujours ce que l'on préfère, mais dans le cas présent, il va y avoir des sanctions qui vont être mises en place, donc c'est important d'avoir en tête cette réglementation pour justement pouvoir la respecter. Donc en Europe, l'European Accessibility Act va en 2025 marquer une avancée significative dans le domaine de l'accessibilité et donc de l'inclusivité numérique. Quels vont être ses bénéfices? Tout d'abord, au niveau de l'inclusion numérique, ça va être de réduire la fracture numérique en permettant à un plus grand nombre de personnes de pouvoir bénéficier des avantages numériques. Au niveau du marché unique numérique, ça va être de faciliter la circulation des produits et des services numériques au sein de l'Union européenne. Et au niveau de l'innovation, ça va être justement de l'encourager. Encourager l'innovation en matière d'accessibilité en stimulant la création de produits et de services qui vont être numériques et surtout plus inclusifs. Donc j'ai quand même parlé de sanctions. En cas de non-conformité, les États membres sont tenus de prévoir des sanctions afin de garantir la mise en œuvre effective de cette législation. Et une des sanctions va être que les clients pourront déposer des plaintes devant les tribunaux nationaux. Alors, quelles vont être les conséquences pour les entreprises? Les entreprises devront adapter leurs produits et services en se conformant à ces nouvelles exigences. Ça va impliquer de réaliser des évaluations approfondies de l'accessibilité des produits et services existants via des audits d'accessibilité, de mettre en place des plans d'action pour remédier aux éventuelles non-conformités et également d'avoir une surveillance continue pour pouvoir garantir le maintien de la conformité dans le temps. La date à retenir, ça va être celle du 25 juin 2025. Donc c'est la date à laquelle l'EA devrait être mis en œuvre pour tous les produits et services qui vont être mis sur le marché, donc les nouveaux produits et services. Mais vous avez quand même jusqu'au 28 juin 2030 pour pouvoir adapter des produits et services qui sont déjà existants. Alors on sait que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle va quand même être concernée puisque elle commerce sur le marché européen en y vendant et en y achetant. Donc les entreprises suisses vont également être
être concernés par justement le respect de l'EAA. Mais alors du coup, on peut se poser la question, comment est-ce que justement on peut mettre en place l'accessibilité et l'inclusivité? Premièrement, avant même de savoir comment le mettre en place, quels sont selon vous le ou les intérêts à intégrer l'accessibilité et l'inclusivité dans son produit ou dans son service? Pour être juste, faciliter la navigation, oui, ça peut être une raison également. Tout le monde arrête à toucher tout le monde. S'adresser à tous les publics, oui. Effectivement, hein, c'est des thématiques très chères à l'accessibilité et à l'inclusion. Donc effectivement, j'ai vu quelques bonnes réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le ROI à réadapter ses services, ça va être un bénéfice qui va être indirect et sur le long terme. Comme par exemple éviter une amende ou améliorer son image de marque. Vous avez parlé justement d'inclure tout le monde et puis de toucher plus de monde. Un des bénéfices indirects, ça va être également de gagner des clients négligés par la concurrence. Comme ce ROI, il va être indirect et surtout à long terme, on voit de suite l'importance de s'y mettre au plus tôt pour pouvoir justement avoir au plus tôt un retour sur investissement. Alors si vous voulez vous y conformer, voici par où commencer. Tout d'abord au niveau de l'accessibilité, donc il va falloir être attentif à la lisibilité des textes, avoir une taille minimale de 16 points pour les textes. Alors ça peut varier un petit peu en fonction des polices qui sont utilisées, mais en moyenne on a comme point de mire le 16 points en taille minimale pour les textes les plus souvent utilisés. Avoir un contraste de couleur qui va être suffisant. Utiliser des polices en sérif, voilà, tout ça c'est autant de bonnes habitudes à prendre en tant que concepteur designer. Et ensuite on va également avoir un impact et pour cela il va falloir se rapprocher des équipes de développement. Donc tout d'abord il va falloir penser au lecteur d'écran en ajoutant des alternatives textuelles dans le code HTML, donc dans les balises alt, et pour cela donc le but ça va être d'ajouter des descriptifs qui vont permettre au lecteur d'écran d'expliquer aux personnes déficientes visuelles les images et les vidéos qui sont porteuses de sens. Tout ce qui va être à but uniquement illustratif ne sera pas justement commenté avec ces alternatives. Ensuite, un dernier point, ça va être également d'anticiper les différentes options de navigation en prévoyant un ordre de tabulation qui va être logique pour les utilisateurs et les utilisatrices qui vont naviguer au clavier. Pour vous assurer justement de la bonne mise en œuvre de ces réglementations, vous pouvez également réaliser donc, des audits d'accessibilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut savoir que chez SQLI, dans tout audit ergonomique que nous réalisons, pour nos clients, nous avons ajouté des critères d'accessibilité. Ça permet de corriger des problématiques qui sont relevées et puis surtout de s'assurer de respecter le niveau 2A, qui est le niveau minimum qui est nécessaire par rapport à cette réglementation. Puis vous pouvez également utiliser en complément le plugin Lighthouse qui va vous permettre de suivre l'évolution de l'accessibilité de votre site web. Alors, ça permet d'automatiser certaines choses, mais évidemment, ça ne remplace pas une véritable étude qui va être réalisée par un ou une experte utilisant des outils comme des voice-over, la mise en situ, etc. Mais ça permet d'avoir une petite idée aussi du niveau d'accessibilité de son site web. Mais alors, l'accessibilité, ce n'est pas la seule préoccupation montante. Et on voit de plus en plus émerger des questions d'inclusivité dans les produits et les services digitaux. Alors, comment justement mettre en place l'inclusivité dans le digital ? Ça va être à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau du contenu. Donc, vous pouvez traduire en plusieurs langues votre contenu, notamment lorsqu'il y a des problématiques internationales. Et surtout, pensez à la rédaction en FALC, donc en facile à lire et à comprendre, pour justement pouvoir rendre le contenu accessible aux personnes ayant des soucis de linguistique. Ensuite, au niveau visuel, ça va être justement d'utiliser des illustrations qui vont montrer la diversité, donc différentes couleurs de peau, de poids, de mobilité, de genre ou d'orientation sexuelle. À titre d'exemple, chez un de nos clients donc, qui est responsable donc,
de programmes de programmes de formation pour les cadres et puis les managers. Donc ça, c'est une population où les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. Mais eux, dans leur site internet, ils ont décidé comme règle d'avoir 50% de visuels montrant des femmes, 50% de visuels montrant des hommes, pour justement éviter la sous-représentation des femmes dans ces métiers et pouvoir adresser tout type de public et que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ensuite, au niveau du contenu, on va également avoir tout ce qui va être utilisation de l'écriture inclusive dans la copie, donc l'écriture en utilisant le point médian. Par rapport à l'écriture inclusive, cependant, il y a quand même une problématique qu'il faut avoir en tête, c'est que cette écriture inclusive, elle est souvent mal lue par les lecteurs d'écran. Donc elle va poser des problèmes d'accessibilité. D'où le fait de devoir trouver un compromis entre accessibilité et inclusivité. Et nous, chez SQLI, le compromis que l'on a trouvé, ça va être d'utiliser l'écriture épicène. Donc l'écriture épicène, c'est utiliser des noms, des adjectifs, etc., qui vont être invariables, donc qui vont s'écrire de la même façon au féminin et au masculin. Par exemple, plutôt que d'utiliser les mots tels que le directeur, la directrice, utiliser un terme générique qui va être la direction. Plutôt que le client, la cliente, utiliser un mot générique qui va être la clientèle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez deux de nos clients. Le premier au sein d'un établissement public, donc qui va justement privilégier dans son contenu la rédaction en écriture épicène. Cependant, l'écriture épicène, elle ne peut pas être tout le temps appliquée. On n'a pas toujours des mots invariables pour pouvoir représenter tous les concepts. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on a choisi pour ce client-là, c'est d'utiliser l'écriture inclusive quand l'écriture épicène n'est pas possible. Chez un autre client, donc un établissement autonome de droit public, on a eu une autre stratégie. Donc tout d'abord l'écriture épicène, forcément en premier lieu, et si elle n'est pas possible, dans ce cas-là, ce client a choisi d'utiliser plutôt le masculin neutre. Donc justement, on voit qu'appliquer les principes d'accessibilité et d'inclusivité, c'est pas toujours évident, et parfois c'est très lié au contexte. Alors avant de laisser la main à Sarah pour vous parler des JO 2024, moi je voulais vous demander, est-ce que vous avez des exemples d'accessibilité et ou d'inclusivité que vous avez rencontrés récemment dans vos usages web ou dans des services publics? Oui, effectivement, je vois donc des réponses, donc un bouton plus gros pour pouvoir avoir des applications qui sont destinées à des personnes âgées. Effectivement, on voit ça de plus en plus souvent dans les smartphones notamment, où on a des modes accessibles qui vont être de plus en plus développés. Initialement, c'était uniquement augmenter la taille des textes, la taille des boutons dans les interfaces, et puis de plus en plus, notamment avec les nouvelles versions d'iOS et puis d'Android OS, on va avoir des menus d'accessibilité où on va pouvoir paramétrer plein de choses. Typiquement, on va pouvoir créer un menu accessible directement dans le téléphone, pouvoir faire remonter des feedbacks, par exemple voir où est-ce qu'on a tapé dans l'écran, voilà, plein de choses comme ça. On a également le genre neutre dans un formulaire, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent également. L'utilisation lorsque on demande la civilité d'une personne, avoir à la fois masculin, féminin et un genre neutre ou un ne souhaite pas répondre. C'est quelque chose qu'on voit également de plus en plus souvent. On a également des outils qu'on utilise au quotidien auxquels on ne pense pas forcément. Comme par exemple dans le navigateur Google, je vois cette réponse également, avoir une traduction automatique pour justement permettre aux utilisateurs et utilisatrices qui ne parlent pas la langue qui est présente dans le site web, d'avoir une traduction automatique et puis de pouvoir justement comprendre le contenu. Enfin voilà. On voit plein d'exemples qui sont bons effectivement et qui tendent de plus en plus à se développer. Et je vous propose de laisser la main à Sarah pour vous présenter son exemple récent. Oui, merci Manon et merci pour les exemples. Moi, je vais parler de Paris 2024, qui est mon bon exemple. Ce qui, à mon sens, en tout cas, un bon exemple, c'était les Jeux de l'été dernier. L'inclusion était réellement inscrite au cœur de l'événement et c'était cette inclusion était avec un prérequis d'accessibilité pour permettre l'inclusion. Le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les hommes, les femmes et les hommes l'a d'ailleurs clairement expliqué lors d'une interview en déclarant que l'objectif était de booster l'accessibilité pour une société plus inclusive.
et la vision et l'engagement du comité de Paris 2024 et des actions publiques ont donc été tournés autour de 3 axes majeurs pour atteindre leurs objectifs. Donc, ces 3 axes, c'est donc le premier, la durabilité. Donc, c'était valoriser des lieux historiques en les adaptant aux personnes PMR, donc personnes à mobilité réduite, quand ces lieux n'étaient pas encore adaptés. Donc, un travail sur l'existant. Et puis, construire de nouveaux sites complètement accessibles qui sont restés au bénéfice des quartiers et des associations. Le deuxième axe, c'était la visibilité. Et donc, pour cet axe-là, notamment, en action, il y avait assurer une couverture télévisuelle et digitale équitable entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, qui avait volonté, du coup, à faire du handisport, du sport avant tout. Et autre cheval de bataille, c'était de veiller à la parité femmes-hommes chez les athlètes, mais également chez les bénévoles. Et sur l'axe communauté, a été pensé les lieux des épreuves et de célébration pour toutes les formes de handicap situationnel ou permanent. Donc, en termes de handicap, ils peuvent être moteurs, visuels, linguistiques. Donc, l'objectif, ça a été d'adapter les dispositifs et les lieux pour ces formes de handicap permanent ou situationnel. Et d'autre part, de proposer d'essayer à peu près tous les sports olympiques et paralympiques à tous et toutes sur différents sites pour avancer de manière commune les valeurs qui permettaient de réunir les gens. Et donc, c'était le fair play, le dépassement de soi, l'entraide et l'apport mutuel. Donc, les solutions pour rendre accessibles et inclusifs les jeux ont intégré pleinement des supports digitaux, soit en tant que support de communication ou comme produit à part entière, comme mode de résolution à certaines problématiques. Et donc, j'ai 3 exemples que vous voyez à l'écran. Le premier, qui est un site internet, donc puisqu'il y a eu un investissement sur l'accessibilité territoriale de différents quartiers de Paris, la ville de Paris a réalisé un site internet pour les visibiliser. Donc ça voulait dire valoriser les lieux qui ont été adaptés, valoriser les itinéraires PMR pour les distinguer, pour en fait permettre aux gens de les emprunter pour participer aux épreuves et aux festivités périphériques. Et ça a donné en fait lieu à des formes d'annuaires qui ont été travaillées pour recenser également des restaurants, des cafés, des supermarchés, des logements qui étaient accessibles en fonction des différents handicaps passagers ou permanents. Le deuxième exemple, c'est un guide. Au-delà de l'aspect handicap moteur, il y a eu tout un travail important qui a été fait sur l'écriture FALC, donc facile à lire, facile à comprendre, au bénéfice donc, du coup des publics qui peuvent être en difficulté linguistique, donc les enfants, des personnes analphabètes, certaines personnes qui peuvent avoir des déficiences intellectuelles, mais également tous les étrangers aussi qui étaient présents à Paris, qui ne maîtrisaient pas forcément le français. Donc, en plus de faire cette rédaction en FALC, ça a été systématisé de créer des résumés des informations clés qui ont été traduites sous forme de vidéos, qui ont été elles-mêmes sous-titrées textuellement en plusieurs langues et doublées en langue des signes. Et enfin, mon troisième exemple que j'avance là, c'est pour encore aller plus loin sur l'aspect handicap visuel cette fois. Donc, sur les sites étaient proposés des équipements physiques, donc soit des tablettes tactiles interactives, soit des casques basse vision. Donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran. Le monsieur, il a un casque sur les yeux qui permettent en fait d'améliorer l'expérience des jeux en direct. Donc, typiquement, ce masque permet de grossir la vision de l'utilisateur pour mieux voir ce qui se passe dans l'axe où il oriente son regard, voire d'avoir des éléments de surimpression pour mieux comprendre ce qui se passe dans la scène. Donc on a 3 exemples comme ça. Il y a également tout un travail en termes d'illustration qui a souligné en termes de réflexion pour ces jeux. Donc c'est le travail des blasons. Qu'ils soient pour les Olympiques ou pour les Paralympiques, la logique a été commune, c'est-à-dire traduire visuellement des codes
reconnaissable et terre à terre pour tous les sports. Donc, typiquement, ça a été les marquages des terrains et les équipements réglementaires de ces sports. De la sorte, finalement, un fauteuil roulant, c'est du même ordre qu'un vélo BMX, du même ordre qu'un cheval au dressage. Et du coup, l'handicap au sens représentant, enfin, la notion de handicap n'est pas représentée, n'est pas marquée, n'est pas différenciée. Le fauteuil roulant est un équipement au même titre que d'autres équipements dans ces sports, puisque ce sont des équipements obligatoires pour ces disciplines. Bien sûr, Paris 2024 n'a pas résolu à elle seule tous les problèmes d'accessibilité, d'inclusivité de la capitale française. Il y avait forcément la volonté a forcément été limitée par des points structurels, budgétaires, mais même au-delà, finalement, il y a également eu la volonté d'être inclusif. Pour certaines personnes, ça a pu paraître exclusif pour d'autres. Donc le travail, notamment, le travail très poussé de visibilisation des femmes dans le sport, plus généralement de toute la diversité en France, ça a forcément fait éclater en fait des débats à des échelles internationales et locales, un certain nombre de critiques, voire des formes de censure. Et donc j'ai deux exemples de polémiques peut-être à vous rappeler si vous les avez entendus à l'époque et qui ont interrogé cette forme d'inclusion que voulait Paris 2024. Est-ce que l'inclusion était finalement exclusive ? Le premier exemple, vous l'avez en bas à gauche de l'écran, c'est le logo même de Paris 2024 qui présente une bouche dans une flamme. Et ça a été associé à une représentation de femmes et ça a été jugé par certaines et certains comme excluant pour les hommes. D'autant que c'était en fait associé à des couleurs qui ont été perçues comme féminines. Donc le rose, le côté dégradé, de pastel qui a été associé dans la charte. Donc, le comité Paris 2024 a défendu son logo, a expliqué que c'était d'ailleurs un clin d'œil à Marianne, qui est quand même un symbole emblématique de la France, mais également a affirmé que c'était une preuve supplémentaire de la volonté paritaire femmes-hommes pour ces Jeux. Mais mettre en avant les femmes pour appuyer la parité, est-ce que c'était une réussite ? À nouveau, ça a fait débat et ça a interrogé le fameux masculin neutre, qu'on a pu par exemple voir tout à l'heure en copie, en copywriting. Et c'est une vision finalement du masculin neutre qui est largement partagée dans le monde et même au sein de notre langue française. Donc ça pose des questions, ça pose débat. Et autre polémique également qu'il y a eu lors des Jeux, c'était la cérémonie d'ouverture qui a provoqué beaucoup de réactions puisqu'elle montrait des couples, voire des trouples, parfois également de même sexe. Ça montrait des drag queens, ça montrait des personnes qui avaient des physiques hors normes, notamment des personnes grosses. Ça montrait de la nudité, avec Philippe Catherine, que là on voit à l'écran en bleu. Donc dans certains pays, typiquement les États-Unis, l'Algérie, le Maroc, il y a eu une censure de toute ou partie de la cérémonie justement pour ces motifs de nudité ou d'excentricité pour en fait ne pas diffuser ces images. Donc il y a eu des cuts, voire complètement un blocage de ces parties de la cérémonie, tout ou partie. Et certains pays n'ont pas censuré, mais malgré tout, dans la presse, on relayait leurs émois ou leurs critiques, leur malaise vis-à-vis de cette cérémonie d'ouverture, comme par exemple l'Australie ou la Chine. Donc, finalement, pour des individus du monde entier, factuellement ou sentimentalement, ils ont eu le sentiment d'être exclus de la cérémonie, qui était hors norme, et on peut peut-être se dire que c'est une forme d'échec à l'inclusion. De manière peut-être plus générale, on sait que quand on va afficher une minorité comme les LGBT, certaines formes de handicap,
afficher également les populations racisées ou métissées, même simplement les femmes. Et quand je parle des femmes, on est sur une majorité dans le monde, hein, on n'est pas sur une minorité. Et malgré tout, ça peut procurer un sentiment de rejet ou de mise à l'écart chez des populations qui étaient habituées jusque-là à être exclusivement représentées. Et tant que les représentations en fait, ne sont pas devenues régulières et habituelles, ça crée forcément un sentiment de rupture et de choc chez certaines personnes. Et du coup, pour finir ce propos, je pose un débat, si vous voulez participer, donner votre avis. On voit que créer de l'universel, c'est très difficile, voire impossible. Donc, est-ce qu'il est important, selon vous, de montrer visuellement la diversité, ou est-ce que finalement on devrait tendre, grâce peut-être à des données qu'on collecte aujourd'hui, grâce au numérique, grâce dans le digital, et proposer à chacun et à chacune des versions hyper personnalisées hyper personnalisées aux traits, des caractéristiques qu'on leur connaît, pour vraiment ne nous montrer que ce qui lui ressemble. Est-ce qu'à votre sens, est-ce que ça serait quelque chose de souhaitable? Est-ce qu'on doit être hyper personnel ou dans des représentations très universelles? Je vous propose, si vous avez envie de partager un avis ou un commentaire, ou même discuter des exemples de Paris 2024, de monter sur la scène pour pouvoir dire... Pas d'avis en particulier, après, c'est juste... ça dépend de qui est l'émetteur, en fait, du message. Si c'est une institution, si c'est une entreprise privée, je pense que le positionnement ne va pas être le même. Si c'est un gouvernement ou c'est des publics qui parlent, je pense qu'il faut inclure au maximum tous les publics possibles. Ensuite, une entreprise privée, ça va être plus d'un point de vue plus marketing. On va adresser les messages. Donc, on va plus s'adresser à des cibles plutôt qu'à un public en général. On voit plus le sujet comme ça. On a une collègue qui faisait le lien quand on en discutait avec les algorithmes de ciblage des réseaux sociaux qui créent justement ces fameuses bulles et qui montrent, qui quelque part dirigent, voire enferment les uns et les autres dans des prismes restreints. Et qui disait potentiellement l'inclusivité pour quelqu'un qui tient à la valeur de l'inclusivité, peut-être qu'il faudrait lui montrer des choses, des visuels justement inclusifs, écrire des textes de manière inclusive. Et puis pour d'autres, quand on sent qu'il y a plutôt il y a moins de sensibilité sur ces valeurs-là, peut-être être moins inclusif, mais après ça tenait effectivement peut-être de la stratégie des marques. Donc ça va effectivement dans le même sens que cette remarque, je pense. Oui, puis tu vois, typiquement aussi, alors, je sais pas si c'est l'exemple que tu avais en tête, Sarah, mais moi, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Instagram, et je vois qu'en fait, l'algorithme qui est au sein d'Instagram, il a tendance à te montrer toujours un peu le même type de contenu. Alors la question, c'est justement, est-ce que pour le développement de ces algorithmes-là, est-ce que c'est important de montrer à chaque fois toujours le même type de contenu? Donc c'est-à-dire, imaginons, je sais pas moi, mais je suis quelqu'un qui va être très féministe, et donc je vais avoir du contenu qui va être souvent porté sur le féminisme et puis sur ses valeurs, ou alors au contraire montrer d'autres courants de pensée qui peuvent être peut-être à contresens du mien, mais qui peuvent aussi m'aider à réfléchir sur certaines problématiques. La question, c'est aussi là tout l'enjeu. Est-ce que on utilise des contenus et des choses qui sont très orientées sur la personne qui va consulter ce contenu-là, et donc du coup avec peut-être le risque de créer un aspect un petit peu communautaire. Puis tu parlais de restriction, effectivement, garder peut-être toujours le même prisme de pensée, ou est-ce qu'au contraire, dans une volonté d'inclusion justement, et puis de réflexion plus globale, d'accéder à d'autres courants de pensée qui peuvent justement aussi faire réfléchir et éviter d'être uniquement dans une bulle, comme tu disais, et de ne pas voir ce qui peut se passer autour. C'était sensible, effectivement, c'est sensiblement dans cet axe-là que
que j'entendais la chose. J'ai l'impression que c'est quand même un élément très, en fait, effectivement, stratégique pour l'entreprise, qu'elle soit privée, publique. Si elle a des obligations réglementaires, s'adresser à tous. Est-ce que, Mhm. selon ses produits, selon le moment de l'année aussi où elle communique, selon ses volontés propres, quoi. Mm. Et Mais ben, on le voit qu'il y a des secteurs qui sont plus sensibles que d'autres, hein. Typiquement, des exemples d'accessibilité et d'inclusion que nous on a au sein de nos clients. Comme tu disais, Vincent, ça va être souvent des institutions ou alors dans le secteur public, voilà, des entreprises qui ont le devoir, en fait, de par leur positionnement et puis de par leur importance au niveau du marché, d'avoir aussi justement cette vision inclusive et accessible. Là où des secteurs peut-être sur plutôt des marchés de niche vont l'être un petit peu moins. Je pense notamment, par exemple, pour des applications métiers, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui me disait que effectivement l'accessibilité c'est pas forcément le point sur lequel ils veulent mettre l'accent parce que leurs utilisateurs et utilisatrices de cette application métier là en particulier ne peuvent pas présenter de déficience visuelle de par leur métier. Donc c'est vrai que voilà, ça pose aussi question de est-ce que finalement l'accessibilité et l'inclusivité c'est euh, la question de tous? Est-ce que c'est réservé au public, au secteur public? Enfin voilà, ça fait partie également du débat. du coup, on s'arrête là. Pour moi, c'est bon. En tout cas, c'était une super présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et on a encore un autre talk jeudi à 18h toujours, qui cette fois-ci sera consacré à l'IA pour un meilleur monde, et donc une revue de place sur des solutions intégrant l'IA qui existent aujourd'hui, et voir comment elles solutionnent certaines thématiques, certaines problématiques. En tout cas, merci pour votre présence aujourd'hui.